Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide à Washington, ravi de vous retrouver dans le monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Dans ce bureau de vote, après la fermeture, les urnes étaient aux 3/4 vides avec 55 bulletins sur 262 inscrits dans l'une, 111 sur 258 dans l'autre. On n'a même pas pu atteindre le tiers de ce qu'on attendait. Parce qu'un centre, par exemple, de 400 personnes qui se retrouvent avec 50 électeurs, 70 électeurs, vraiment, c'est un peu désolant. Donc, peut-être la sensibilisation n'a pas été bonne, ou peut-être le mot d'ordre de ceux qui ont dansé le boycott a été observé. Au début du vote, un grand nombre de policiers et de soldats se sont déployés dans les rues de Boa, la capitale de la région du Sud-Ouest, l'une des deux provinces en proie à une violence séparatiste sanglante. Les bureaux de vote de la ville étaient calmes, sans violence signalée et peu d'électeurs. Tout s'est bien déroulé dans le calme. J'ai fait quelques bureaux de vote. Ce que je remarque déjà, c'est qu'il y a une abstention quand même qui est remarquable par rapport aux élections précédentes. L'un des deux principaux partis d'opposition, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, n'a présenté aucun candidat. Selon les observateurs, le boycott ne fera que garantir une victoire écrasante au mouvement démocratique populaire camerounais du président Paul Biya, 86 ans, au pouvoir depuis 37 ans. À Addis Abeba, les leaders africains se sont prononcés sur le constat amer de la multiplication des conflits sur le continent. Militaires et civils meurent par dizaines presque toutes les semaines. Des milliers d'enfants ont vu leurs écoles fermées. Ils ont affiché à cet effet l'ambition de l'organisation à peser plus en vue de la résolution des conflits. Évoquant le terrorisme, les conflits intercommunautaires et les crises pré- et post-électorales, ces chefs d'État et de gouvernement ont minutieusement scruté la variété des problématiques auxquelles l'Afrique doit faire face. L'organisation régionale appelle cependant à associer l'action militaire au combat contre les causes profondes des conflits comme la pauvreté ou l'exclusion. Si l'Union a fait avancer la paix en Centrafrique et au Soudan, de nombreux conflits persistent cependant comme en Libye et au Soudan du Sud, sans oublier l'insécurité qui agite une partie de l'Afrique subsaharienne. Occasion pour le secrétaire général de l'ONU de faire le point du partenariat ONU-Union africaine. Un cadre conjoint de grande envergure de l'Union africaine et de l'ONU sur la paix et la sécurité sur le continent. Je félicite l'Union africaine d'avoir fait du silence des armes une partie aussi importante de son travail. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a succédé à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour un an à la tête de l'Union africaine, a indiqué l'orientation de son action et convoqué un sommet spécial pour le mois de mai en Afrique du Sud. Un sommet qui se tiendra non seulement sur la résolution des conflits, mais aussi sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Diane Savoy achète 3 truffes au chocolat pour sa maman de 95 ans. En tant qu'électrice du New Hampshire, elle dit qu'elle va choisir entre le sénateur du Minnesota, Amy Klobuchar, et l'ancien maire de la ville de South Bend, dans l'Indiana, Pete Buttigieg. Sa décision finale tiendra à... Qui peut battre Trump ? Cette confiserie appartient à la famille Barth depuis près de 100 ans. Le propriétaire, Jeff Barth, dit qu'il va voter pour quelqu'un qui va diriger le pays comme il dirige son entreprise, à savoir de manière financièrement responsable. Nous sommes tous des Yankees économes ici. Nous ne supportons pas de voir un seul dollar gaspillé. Dans le New Hampshire, démocrates et indépendants peuvent s'inscrire sur les listes électorales le jour même de la primaire. Je suis toujours indécise. Je pense que les enjeux sont plus élevés. Il est donc important de bien faire son choix. Les électeurs non affiliés représentent 43% de l'électorat dans le New Hampshire. Andy Martinuk, un ingénieur à Waypoint Robotics, une start-up, dit qu'il ne va pas tenir compte des sondages indiquant quels candidats sont susceptibles de battre Donald Trump. La chose la plus importante que vous puissiez faire est de voter pour un candidat en qui vous croyez qui représente vos idéaux. Selon les derniers sondages, Bernie Sanders devance Pete Buttigieg dans les intentions de vote, suivi de Joe Biden, Elizabeth Warren et Amy Klobuchar. Si tout se passe comme prévu, nous connaîtrons le nom du vainqueur dès mardi soir.
Toute l'actualité de l'informatique et des technologies, il est l'heure de vous proposer notre rubrique Afrotech comme chaque lundi avec aux commandes Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Jacques et bonsoir à toutes et à tous. Très bien, vous démarrez avec quoi ce soir? Alors tout de suite, on parle des 2 milliards de dollars US levés en 2019 par les startups tech africaines. C'est ce que la société Partech qui a récemment publié dans son traditionnel rapport annuel dans lequel le total des investissements a franchi une nouvelle étape symbolique. Les 2 milliards de fonds levés donc proviennent de 243 startups et matérialisent une croissance de 74%. Les pays qui viennent en tête de course sont le Nigeria, le Kenya, l'Égypte et l'Afrique du Sud, totalisant à eux 85% du financement total, soit 1,7 milliard de dollars US. En Afrique francophone, le Sénégal confirme une nouvelle fois sa position de plaque tournante avec 16 millions de dollars levés. Les écrans et le cerveau, c'est le focus de la semaine, Arzouma. Tout à fait. Nous sommes intéressés cette semaine à ce que, justement, aux écrans et à leur impact sur le cerveau, alors que la recherche en neurosciences fait d'énormes progrès. Les effets néfastes de l'exposition prolongée aux écrans sur les cerveaux des enfants se multiplient. Modification de la mémoire, perturbation de la concentration, multitasking, etc. Je vous propose un petit résumé pour en savoir un peu plus. Depuis des millions d'années, l'homme sollicite son cerveau pour faire face aux défis de l'écriture, de la lecture et aujourd'hui des écrans. Au cœur de cette adaptation actuelle, la vitesse, les cortex prémoteurs et moteurs du cerveau entraînent la commande motrice, c'est-à-dire l'action. Entraînés aux jeux vidéo, articulés autour de systèmes de récompense qui libèrent dans le cerveau ce stimulant naturel qu'est la dopamine au niveau du cortex préfrontal et du système limbique, eh bien, les natifs du numérique sont devenus très adroits et très rapides. En les habituant à ce mécanisme de gratification très élémentaire, ces jeux influencent leur comportement. Multitâches, ils retiennent des liens plutôt que des contenus sans nécessairement raisonner ni prendre du recul. C'est ici que les natifs du numérique doivent apprendre à solliciter leur résistance cognitive face aux automatismes et aux réflexes déclenchés par les écrans, car inhiber les solutions impulsives du cerveau permet de résister aux manipulations des pensées et des croyances et des raisonnements. Et cela permet aussi, grâce à l'éducation et aux apprentissages, de construire sa pensée et de faire émerger sa créativité. Voilà qui est dit donc, et on ne le répétera jamais assez. Trop de temps passé sur les écrans, ce n'est pas bon pour la santé. Absolument, vous le dites de manière très rythmée. C'est très bien, Arzouma. Et une invention qu'il faut savoir cette semaine, Arzouma. Oui, nous parlons cette semaine de panneaux solaires. Alors, installer des panneaux solaires, c'est bien beau, mais encore faut-il disposer d'une étendue utilisable à cet effet. Eh bien, dites bonjour au flotteur Hydrelio. C'est la technologie de structure flottante la plus répandue dans le monde, vendue par Accio Industries. Ces structures sont fabriquées en France et résistantes aux conditions météorologiques extrêmes. La centrale est maintenue par des lignes d'ancrage fixées au fond du bassin et sur des berges. C'est la ville de Piolenc, dans le Vaucluse, en France donc, qui dispose désormais de la plus grande centrale flottante au monde, avec 17 hectares pour une capacité électrique alimentant 5000 foyers. Et c'est tout pour Afrotech de cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. On apprend chaque semaine avec vous, Arzouma Compaoré. Vous revenez lundi prochain. Merci beaucoup. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Plus de 50 000 personnes pour un match de tennis. C'est le nouveau record d'affluence qu'ont réalisé Roger Federer et Rafael Nadal au Cap en Afrique du Sud. Un match organisé au profit de la fondation Roger Federer. L'exhibition a aussi impliqué Bill Gates, ami de Federer. Suivez. Un match de double avec le milliardaire philanthrope américain Bill Gates et l'animateur américain de télévision né en Afrique du Sud, Trevor Noah, a ouvert la soirée de gala. Mais le véritable défi se trouvait dans la mobilisation des fans et contributeurs. Pari réussi car plus de 50 000 personnes ont assisté au match d'exhibition au stade du Cap. J'ai trouvé l'énergie de la foule fantastique. J'étais très émotif quand je suis sorti pour le double. Et quand j'ai dû prendre le micro tout de suite, c'était dur. Je ne savais pas quoi dire parce que je me sentais vraiment submergé par les émotions. Les bénéfices de cette rencontre de la démesure, qui s'élève à plus de 3 millions d'euros, seront reversés à la fondation que Federer a mise sur pied il y a 16 ans.
Son organisation vient en aide aux enfants issus de familles démunies. J'espère vraiment que cela donnera un mini coup de pouce à la ville, au pays, au continent. Ça serait déjà beaucoup pour moi. C'est le 6e match pour l'Afrique au profit de la Fondation, mais c'est la première fois qu'il est organisé sur le continent africain. Juste un de ces jours que vous n'oubliez pas. Super heureux de jouer ici au Cap pour la première fois de ma vie. Merci Roger et la famille et l'équipe pour la création de cet événement incroyable. Le Suisse a aussi rencontré le capitaine des Springboks, Sia Kolisi. La soirée de rêve s'est poursuivie par un dîner gala. Football, cette fois-ci, toujours sur le continent. Fin de collaboration entre Juan Carlos Garrido et l'Étoile sportive du Sahel. Le technicien espagnol n'est plus l'entraîneur du club tunisien. Juan Carlos Garrido n'aura passé que moins de 4 mois à la tête de l'Étoile du Sahel. Lui qui est arrivé en octobre dernier, l'Étoile du Sahel a fait savoir qu'ils ont trouvé une entente pour mettre fin au contrat qui les lie. Même si l'ancien entraîneur de Villarreal a qualifié le club tunisien pour les quarts de finale de la Ligue des champions CAF, il fait les frais de sa récente déclaration sur la gestion de l'équipe, évoquant notamment les salaires impayés des joueurs et le manque de stade pour le club. Le nom de l'ancien sélectionneur de l'Égypte, Hassan Cheata, revient avec insistance pour sa succession. En athlétisme, Jacques vous le disait en titre, bien qu'elle soit performante aux 400 mètres, la sprinteuse nigérienne Aminatou Seini sera probablement exclue de sa distance privilégiée aux prochains Jeux olympiques de Tokyo. La raison, son taux élevé de testostérone. Nanita Lali. Elle a été la 3e sprinteuse la plus rapide au monde sur 400 mètres l'an dernier. Elle avait encore une chance de décrocher une médaille aux prochains Jeux olympiques à Tokyo. Mais Aminatou Seini ne prendra pas part à son épreuve privilégiée. L'athlète nigérienne refuse de prendre des médicaments pour faire baisser son taux élevé de testostérone, comme l'exige la Fédération internationale d'athlétisme depuis 2018 pour les courses allant de 400 à 1000 mètres. Non, je suis qualifié pour les Jeux olympiques sur 200 mètres. Pour les 400 mètres, pour l'instant, ils n'ont rien confirmé pour moi si je peux participer aux 400 mètres. La World Athletics fait savoir que les athlètes féminines avec des niveaux élevés de testostérone, telles que Seini et la spécialiste sud-africaine du 800 mètres Caster Semenya, profitent d'un avantage injuste lors des courses à longue distance. Semenya a fait appel contre cette décision auprès du tribunal arbitral du sport. Elle avance que les suppresseurs d'hormones l'ont rendue malade quand elle les a pris un peu plus tôt dans sa carrière. Seini a été empêchée de concourir lors des championnats du monde en octobre au Qatar. Son exclusion probable du 400 mètres à Tokyo est une déception pour elle. Je me sens un peu triste parce que quand on faisait les 400 mètres, tu pourras gagner une médaille. Mais sur les 200, c'est nombreux. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont plus développés sur les 100 et 200. Mais Seini n'abandonne pas. Elle dit travailler pour offrir à son pays une médaille olympique, peu importe la distance sur laquelle elle sera alignée. Bon courage à Aminatou Seini. À vous, on se dit au revoir et à demain. Ce fut une grande soirée pour le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho, qui a remporté 4 Oscars, dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film pour son film Parasite, une sombre satire sur les inégalités sociales en Corée du Sud. Bong Joon-ho a salué le changement cette année de la catégorie du meilleur film étranger en meilleur film international, indiquant plus d'inclusion de la part de l'Académie pour les films non américains. Il a également commenté ce que cela signifie pour un film sud-coréen d'être primé aux Oscars. Le film de Sam Mendes, 1917, l'un des favoris cette année, retrace l'histoire de 2 soldats de la Première Guerre mondiale embarqués dans une course contre la montre pour délivrer un message censé sauver 1600 vies au front. Il a remporté 3 Oscars, dont celui de la meilleure photographie. Brie Larson, Sigourney Weaver et Gal Gadot, toutes connues pour jouer des super-héroïnes, ont ironisé la difficulté d'être une femme à Hollywood, tandis que Weaver a déclaré « Toutes les femmes sont des super-héros ». Dans les principales catégories d'acteurs, Brad Pitt a remporté l'Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation d'un cascadeur dans le film de Quentin Tarantino, Il était une fois à Hollywood. Joaquin Phoenix a remporté l'Oscar du meilleur acteur et livré un message poignant sur l'inclusion
Enfin, Renée Zellweger a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de l'actrice et chanteuse emblématique Judy Garland dans Judy. Autre point à retenir de la soirée, Netflix n'a pas reçu autant de récompenses que prévu. La cérémonie était pleine de glamour et de paillettes, mais la vedette a été volée par Jane Fonda qui a annoncé le gagnant du meilleur film et clôturé la cérémonie avec effervescence. Et un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée et une très bonne semaine. Merci, à demain si vous voulez bien.